Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, le webinaire porte sur le fait de cuisiner un bon repas végétarien avec des produits locaux. C'est un webinaire qui se veut apporteur de solutions, euh, aussi pédagogique dans le sens où on a des personnes qualifiées capables de vous expliquer dans le détail ce qui retourne et de répondre aussi à des questions qui seront donc filtrées par nos animateurs, filtrées parce qu'elles sont assez nombreuses. On a donc la chance aujourd'hui d'avoir parmi nos intervenants 6 personnes, 5 à 6 personnes qui représentent 4 entités. D'abord Lionel Maumusson du Collège public de Châteaubourg, qui va pouvoir nous faire un retour sur les premiers efforts réalisés sur la végétalisation de ce menu et enfin, le fait de faire un menu végétarien, c'est-à-dire dans lequel on peut utiliser légumineuses, céréales, mais aussi des œufs et puis des produits laitiers. Marie-Noëlle Hay, donc, qui est directrice de restauration de Villejuif et qui copilote le groupe de travail nutrition au Comité national de la restauration collective. Donc, peut-être avez-vous vu passer les dernières éditions à propos de ce menu végétarien. Elle va pouvoir nous présenter ça. On va lui consacrer un petit peu plus de temps qu'aux autres témoignages car il y a beaucoup de matière. Et puis viendront vous apporter des solutions sur ces produits. Alors on ne va pas traiter les produits laitiers parce que souvent vous êtes déjà performant en la matière. On va parler des ovoproduits, des légumes et des légumineuses. Alors légumineuses et graines sans gluten via Agrologique, une entreprise pour laquelle Brigitte Lambert et Vincent Seyeux vont pouvoir intervenir. Ils opèrent la première et la deuxième transformation de légumineuses. Ils vendent déjà en restauration hors domicile. Ils font aussi des graines sans gluten. Leur siège est basé à Laval et ils contractualisent avec des cultivateurs locaux. Ensuite, Dossi nous apportera les solutions complémentaires au travers des témoignages d'Hervé Bantel, directeur grand compte et client utilisateur pour Dossi Food Service, et Bruno Dautefeuille, cultivateur à Rumingol, dans le Morbihan, qui livre Dossi et qui représente la coopérative en Bretagne auprès d'autres personnes, comme il le fait aujourd'hui. On vous remercie donc de la présence des témoins, mais aussi de votre participation. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions sur le chat. Donc je vous rappelle, c'est la petite bulle en bas à droite de votre écran. Et bon webinaire à tous. On peut donner la parole du coup à Lionel. Lionel, on vous écoute. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Lionel Momusson, donc je suis chef de cuisine à Pierre-Olivier Malherbe à Châteaubourg. Je suis cuisinier depuis 20 ans, chef de cuisine depuis 17 ans. Je travaille donc à Châteaubourg, on prépare 620 couverts jour. Nous sommes 3 en cuisine, plus 2 mi-temps qui viennent aider au dressage et au service. Moi, j'ai inclus le repas alternatif, repas végétarien, depuis 6 ans dans ma cuisine. Alors, c'est suite à une prise de conscience il y a 7 ans sur la surconsommation, ou du moins la trop grande consommation de viande à l'échelle mondiale, avec l'impact écologique et puis l'impact sur la santé que ça puisse avoir. Et donc, je me suis dit, il faut trouver une alternative. Et donc, l'alternative végétarienne me semblait bien. Le problème, c'est qu'il y a 6 ans, je n'y connaissais rien du tout. Donc, il a fallu que je me renseigne beaucoup quand même. Et donc, je suis allé dans les bibliothèques, je suis allé sur Internet en triant le grain de livret, parce que sur Internet, il y a un peu de tout. Il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi. Et je me suis surtout rapproché d'une nutritionniste sur Vitré qui m'a expliqué comment fonctionnait le végétarisme et le bon équilibre dans un repas végétarien. Une fois tous ces renseignements pris, j'ai pu arriver avec mon bagage dans ma cuisine collective. Et je me suis dit, faut que j'arrive à mettre ça en place. Donc, j'ai cherché des recettes qui puissent adapter à la cuisine collective. Et je me suis très vite orienté sur l'hémisphère sud, c'est-à-dire tout l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, qui euh, qui cuisinent assez facilement les repas végétariens, beaucoup plus que nous, qui sommes plus centrés sur la viande. Eux, de culture, cuisinent aussi les repas végétariens. Et là, j'ai trouvé des recettes merveilleuses, superbes, colorées, pleines de parfums. Et je me suis dit, voilà, c'est ma source d'inspiration. Donc, je suis parti de ces recettes, je les ai adaptées, refait les grammages, refait les compositions de façon à ce que ça puisse être adapté à la cuisine collective. Et j'ai créé mes recettes pour pouvoir les servir aux élèves.
Donc, arrivé en cuisine avec mes recettes, mes connaissances, je me suis tapé le premier mur, si on peut dire, parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier, c'était tout simplement que mes collègues de travail ne comprenaient pas. Donc, il a fallu que j'explique auprès de mes collègues de travail ce que je voulais faire, là où je voulais aller. Et ils ont très vite adhéré, ils ont très vite compris, ils ont très vite adhéré. Et ça, c'était acquis. Le deuxième mur, qui était un peu plus violent, c'était l'impact sur les élèves. Donc les élèves qui ne connaissaient pas, parce qu'on parle de il y a 6 ans, donc la loi Egalim est sortie il y a 2 ans. Là, on revient quand même 6 ans en arrière, et les élèves, le végétarisme, tout ça, c'était plus un truc d'écolo bobo, mais pas trop encore dans l'air du temps. Et donc, il a fallu expliquer aux élèves ce qu'était le végétarisme et ce qu'était une légumineuse. Et pour cela, il me fallait un levier ou des leviers. Et notamment, un super levier que j'ai eu, c'est que les cinquièmes, en cours de SVT, Sciences et Vie de la Terre, ont une partie de leur programme qui est orientée sur la nutrition. Donc, je suis allé voir la prof de SVT et je lui ai demandé si elle acceptait que je lui prenne 1 heure de cours par niveau de cinquième pour expliquer aux élèves ce qu'est le végétarisme et ce qu'est une légumineuse. Ce qu'elle a accepté, donc j'ai eu droit à 1 heure de cours par classe de cinquième, ce qui m'a fait 6 heures de cours pour leur expliquer ce qu'était le végétarisme et les légumineuses. Alors, fort de tout ça, ben, j'étais très content, il faut avouer. J'ai pu expliquer aux élèves, j'ai expliqué à mes collègues. Donc, j'ai voulu expliquer aussi à un plus grand public. Donc, avec la nutritionniste que j'avais vue sur Vitré et l'infirmière du collège, on a décidé de monter une conférence sur le végétarisme et sur les légumineuses. Conférence qu'on a fait, qui était ouverte à tout public. Donc, j'ai eu des parents d'élèves qui sont venus, des gens de l'extérieur. Et à ma grande surprise, j'ai eu aussi des seconds des chefs de cuisine, et ça m'a fait très plaisir. Et donc, on a fait cette conférence avec la nutritionniste et l'infirmière. On a présenté notre diaporama et tout. J'ai trouvé ça très bien comme soirée. Impact petit, puisqu'il y avait une cinquantaine de personnes, mais il était là. Et donc, je me suis lancé. J'ai lancé mes recettes de cuisine tout fier en restauration. Et là, c'était à nouveau un gros mur, puisque on ne servait que 5 à 10 repas végétariens par jour. Donc, un peu déçu. Il faut bien avouer, un peu déçu, mais je suis de naturel un petit peu têtu, donc j'ai continué à servir. Et pendant des mois, et c'est avéré que progressivement, ce chiffre a augmenté, et jusqu'à atteindre 30 à 40 couverts par jour, ce qui correspond à peu près à 5% des demi-pensionnaires. J'ai jamais réussi à dépasser tellement ce chiffre. À croire que c'est un plafond, parce que aujourd'hui j'ai changé d'établissement. J'étais à Gérard de Nerval avant à Vitré, je suis arrivé à Pierre-Olivier Malherbe à Châteaubourg. J'ai remis en place ces fameux menus végétariens. J'ai réexpliqué, je suis retourné en cours de cinquième, j'ai réexpliqué, j'ai fait des affichages et tout. Et j'atteins encore à nouveau ce pourcentage qui est de 5% à peu près, 30 à 40 couverts tous les jours. Il y a une petite variante le jour où il y a de la viande fibreuse, telle que du bœuf. Alors, donc, on a des élèves de collège. Des élèves de collège, donc des adolescents qui ont des appareils dentaires. Et la viande fibreuse, ça vient se loger dans l'appareil dentaire et ils apprécient pas beaucoup. Et donc, ils ont trouvé dans ces repas végétariens une alternative à cette viande qu'ils ont du mal à manger. Et donc, ils ont compris, et ça, je pense que c'est génial, ils ont compris que on pouvait remplacer cette viande par une légumineuse, une autre protéine végétale, et tout en ayant un repas complet. Et ça, j'ai trouvé ça super, ils ont pigé. Donc, je suis arrivé toujours à mes 5% d'élèves qui mangent végétarien, mais on a 5% quand même. Comment on compose notre repas végétarien? Donc, c'est tout simple. Donc, nous, on propose tous les jours un plateau, pardon, à l'élève. Donc, on lui dit, bah, vous pouvez composer avec telle entrée, plat de résistance, laitage, dessert. On n'impose pas, on n'a jamais imposé à l'élève quoi que ce soit. De toute façon, imposer à un élève, pour moi, c'est voué à l'échec tout de suite. Il faut que ce soit lui qui prenne la décision et non pas qu'on lui l'impose, surtout un adolescent. Euh, donc, on propose, nous, le plat de résistance, on le compose avec une céréale, une légumineuse et un légume, un monolégume ou une poêlée de légumes. Bon. Grosso modo, un tiers, un tiers, un tiers. Grosso modo, parce que souvent ils réclament un peu plus de céréales quand même, faut pas mentir. Là, le credo, c'est on travaille beaucoup sur le sans gluten, donc on est parti sur les quinoa, 3 couleurs, tout ça, mais ça c'est une autre chose. Donc, et la légumineuse, on la travaille beaucoup.
on la cuisine énormément avec beaucoup de parfums, beaucoup d'épices, de façon à ce qu'elle s'accorde au mieux avec l'ensemble des légumes et les céréales qui accompagnent. Donc le but, c'est d'apporter un bouquet de parfums, un bouquet de saveurs dans l'assiette, avec très coloré, parce que généralement les légumineuses sont assez colorées. Et donc c'est assez joli, c'est appétant et c'est parfumé, donc c'est très agréable. Donc après, l'élève compose le plat comme il souhaite, quoi. Voilà. De toute façon, au-delà de la conception d'un repas végétarien, c'est toute une mentalité, une nouvelle éthique qu'on essaye d'éduquer à l'élève, une autre façon de manger, une autre façon de voir la nutrition, de voir la restauration. Voilà. Merci. Bon, Lionel, Bruno, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions au préalable? Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues entre-temps? Alors moi, j'en ai une quand même parce que vous nous annoncez un chiffre bas de 5% de personnes qui prennent le plat végétarien. Mmh. Moi, ce que j'entends et ce que je vois dans les statistiques ou les magazines spécialisés, c'est que c'est 30 à 40% des gens qui sont flexitariens actuellement. Oui, ouais, tout à fait. Bah, nous, c'est le pourcentage qui ressort actuellement. Je vais pas inventer les chiffres. On est à 30-40 élèves sur 620 couverts qui mangent végétarien tous les jours. Et les élèves flexitariens, effectivement, ils sont durs à ressortir des élèves végétariens parce que on connaît pas vraiment les élèves, bien qu'il y en ait que 620, mais il y en a 620, donc on les connaît pas tous individuellement. Et donc, il n'est pas facile de savoir si cet élève-là a mangé de la viande hier ou moi personnellement, je suis flexitarien aussi, mais ici ils le savent pas parce que vu que je mange que végétarien le midi, ils croient que je suis végétarien. Mais il m'arrive aussi de manger de la viande de temps en temps. Donc voilà. Donc Alors, c'est pas évident de sortir les flexitariens des végétariens. c'est ça. Merci. D'accord. J'ai vu une question passer. Est-ce que vous auriez à partager, alors ce sera mis sur un lien accessible avec les ressources, hein, dont l'enregistrement du webinaire. Il y a des questions sur est-ce que vous auriez des photos des recettes? Je sais par exemple qu'Agorès propose des recettes assez régulièrement. Il n'y a pas toujours de photos. Et là, ce que j'entends, c'est que justement, l'appétit est dans le visuel aussi avec les légumineuses. Énormément, oui. Vous avez des photos? Vous auriez des choses à proposer? Là, actuellement, non, mais oui, je pourrais les mettre, je pourrais les mettre, oui. D'accord. Ah ouais, parce on présente, quand on fait les portes ouvertes dans l'établissement, on a un diaporama où on présente les plats qu'on cuisine, et notamment bon, bah, ces fameux plats avec les légumineuses qui tout de suite dans le diaporama ressortent parce qu'elles sont nettement plus colorées que les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu passer une ou deux questions. Bonjour à tous, je suis Sandrine Aubin. Parmi les questions, il y en a une sur la fréquence de la proposition de votre plat alternatif, Lionel. Alors nous, on propose tous les jours le repas alternatif. Alors pourquoi tous les jours? Parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et le répéter tous les jours, c'est enseigner à l'élève tous les jours qu'on peut remplacer un repas carné par un repas végétarien. Donc tous les jours, on propose, de toute façon tous les jours, on cuisine une céréale et un légume. Et donc soit cette céréale et ce légume sont servis soit avec de la viande ou un poisson. Alors, le jour du poisson, c'est encore différent parce qu'il est vrai que les végétariens, certains refusent le poisson, d'autres acceptent. Alors, on a certains qui pourraient avoir tendance végétalien, mais ou d'autres qui ne comprennent pas exactement ce qu'est le végétarisme, mais ça, c'est autre chose. Mais et donc, on sert toujours un légume et une céréale avec soit de la viande ou soit une légumineuse. Donc, n'importe comment, tous les jours, on cuisine des légumineuses, de la viande, et l'élève choisit entre la légumineuse et la viande. Donc, tous les jours, il y a un repas végétarien. Une question sur vos achats, s'il vous plaît, Lionel. Alors, Euh, les légumineuses, elles sont toutes vendéennes, sauf la lentille qui est italienne, il me semble. Donc, autrement, les légumineuses sont vendéennes. Donc, j'ai tendance à acheter mes légumineuses en bio chez Manger Bio, bah, chez Biocop. Donc, elles sont d'origine vendéenne, sauf la lentille. Et les céréales, pareil. Alors, moi, j'achète bio, mais c'est une question d'éthique aussi. Puis, ça rentre dans le cadre de la loi Egalim depuis 2 ans. Donc, ça m'aide beaucoup à pouvoir avoir mon pourcentage de bio dans les repas, mon pourcentage de local, Donc c'est très intéressant. Donc la viande est locale,
Les légumineuses, on peut difficilement les avoir tellement plus près que la Vendée, du moins toutes celles dont on a besoin. On peut presque considérer que c'est local à l'échelle mondiale. Et les céréales sont soit françaises, soit italiennes. Mais voilà. Donc l'origine des légumineuses, en tout cas, c'est vendéen, pour la plupart. Alors, j'ai une question qui va également être technique, plus technique en tout cas pour moi, j'en suis désolée. Donc, j'ai une question sur un établissement scolaire où le chef propose un repas végétarien chaque semaine, mais a des difficultés à proposer des légumineuses et plutôt, du coup, s'oriente vers de l'égrené végétal. Est-ce que c'est un choix qui peut être une autre alternative par rapport à ce que vous avez présenté? Alors, c'est un choix qui peut être une autre alternative. Conviction personnelle, je suis pas pour. Je vous explique pourquoi, mais c'est vraiment personnel. Je viens à penser que pour que l'enfant puisse devenir un consommateur plus tard, il faut lui présenter le produit. C'est-à-dire qu'un pois chiche, il faut lui montrer ce que c'est qu'un pois chiche, un haricot rouge, il faut qu'il sache ce que c'est qu'un haricot rouge. Si c'est mixé ou transformé, il ne voit pas le produit de base et il ne saura pas le reconnaître après pour faire ses achats. Donc, je dis pas que ce sont de mauvais produits, loin de là. Mais question pédagogie, je pense que l'enfant a besoin de voir le produit dans sa nature primaire pour que, à l'avenir, il puisse l'acheter. Donc moi, mon but, c'est toujours dans l'éducation et leur faire prendre conscience de ce que c'est et pour que ce soit peut-être plus tard de futurs consommateurs. Ouais. T'as vu ça? Tous ceux qui sont notés contre je sais pas. Alors, on entend certaines personnes. Est-ce que faites attention, coupez bien vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lionel. Moi, j'ai vu d'autres questions passer. Il y a eu une question qui concerne, mais qui va peut-être être, je la conserve, Monsieur Bellamant, sur votre question sur est-ce qu'il existe une filière de lentilles en Bretagne? Parce que peut-être que nous aurons la réponse dans les prochains intervenants. Donc, on la garde sous le coude. Et ensuite, Monsieur Poirier écrit en moitié mathématiques, moitié français. Donc, je suppose qu'il apporte une réponse qu'un égrené végétal est à base de protéines de soja. Donc voilà, c'est pas une question, mais une information, je suppose. Merci. Le soja qui est très intéressant puisqu'il apporte les 8 acides aminés essentiels d'un seul coup. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir de complément réellement avec, puisqu'il y a tout. Mais, par contre, les légumineuses, il faut apporter une céréale ou un légume pour qu'il y ait les 8 acides aminés, qu'on soit sûr d'avoir les 8 acides aminés dans l'assiette. Mais le soja, c'est le top c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sandrine, Nicolas? Je retiens la question concernant la filière, on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais céder la parole à Marie-Noëlle Hay, donc, qui participe au groupe de travail nutrition au national, parce que justement, il y a des questions qui viennent de se poser, ou des sujets comme les grainées végétales, etc., qui relèvent en fait de ce dont vous allez parler, Marie-Noëlle. Tout à fait. Je vous cède la parole? Oui, très bien. Je veux bien que vous mettiez la présentation, du coup. Oui, regardez. S'il vous plaît. Hop, c'est magique. Oui. Merci, bonjour à tous toutes et à tous, pardon. Donc moi je vais vous présenter donc le travail que l'on mène depuis un an au sein du Conseil national de la restauration collective, qui a en son sein des groupes de travaux qui, entre autres, ont en charge pour ma part la partie nutritionnelle et le repas et le menu végétarien qui est demandé dans la loi Egalim. Donc moi, je suis copilote de ce groupe de travail avec la Direction générale de la santé et je suis copilote au sein de ce groupe parce que je suis administratrice de l'Agores. Voilà. Donc les objectifs de mon intervention, c'est de vous présenter les outils qu'on a conçus et qu'on est en train encore de concevoir au sein de ce groupe de travail et d'échanger sur les conditions de l'expérimentation avec vous, évidemment en répondant à vos questions, mais j'espère que mon PowerPoint sera assez complet pour déjà éliminer pas mal de vos interrogations. Voilà. Donc le programme, je vais rappeler brièvement la loi Egalim, le cadre de l'expérimentation du menu végétarien, mais je vais un peu plus m'appesantir, les recommandations de sa composition nutritionnelle au sein de
déjà de nos obligations réglementaires. Et les indicateurs, je passerai assez rapidement de cette expérimentation du menu végétarien en restauration, et je vous donnerai quelques pistes de conditions de la réussite, mais Lionel nous a déjà donné plein d'informations, et j'étais ravie de vous écouter parce que ça corrobore complètement mon 5e point du programme d'aujourd'hui. Voilà. Donc la loi Egalim, donc c'est une loi qui est, je veux bien la diapositive suivante, merci. C'est donc une loi qui a été promue le 30 octobre 2018, qui a pour but l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, avec une alimentation saine, durable et accessible à tous. Ça, c'est son titre. Elle a 3 objectifs: payer le juste prix aux producteurs, renforcer la qualité des aliments que l'on consomme et favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Donc cette loi, je ne vous ferai pas l'affront de relire les articles, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'article 24, qui a 2 éléments. Je veux bien revenir sur l'autre, qui a 2 éléments. Donc il y a le plan pluriannuel de diversification des protéines, que je n'aborderai pas aujourd'hui puisqu'on est en cours de travail sur ce petit sujet. Mais par contre, je vais vous présenter ce 2e article qui concerne tout ce qui est la mise en place de ce menu végétarien, puisque nous sommes dans l'obligation d'organiser cette expérimentation depuis déjà le 1er novembre 2019. Voilà. Je veux bien la diapositive suivante. Donc, depuis le 4 octobre 2019, on a créé le groupe de travail sur la nutrition, donc la présidence Direction Générale de la Santé et Agores. On a pour mandat de faciliter la mise en œuvre des actions de nutrition en restauration collective, de créer un espace d'échange et de concertation sur les actions de nutrition de la loi Egalim et de développer des outils. Essentiellement, c'est notre travail aujourd'hui, des outils d'accompagnement pour faciliter la mise en œuvre de ces actions et essayer d'apporter à tous nos chefs de cuisine, gérants qui ont cette mise en œuvre à faire, des informations qui vont les aider à travailler le plus sereinement possible. Donc, le cadre de l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire, il a un champ d'application. Je veux bien la diapositive d'après. Donc le champ d'application, des objectifs c'est le déroulé de cette 2e partie, le champ d'application, les objectifs d'un menu végétarien, la composition de ce menu et la fréquence. La diapositive d'après. Merci. Donc le champ d'application, ce sont les restaurants collectifs scolaires de la maternelle au lycée, public ou privé. Là, vous êtes allé un tout petit peu plus loin. Je veux bien la diapositive d'avant. Non, juste celle d'après. On va y arriver. Voilà, parfait, ne bougez plus. Le champ d'application, donc les restaurants collectifs scolaires de la maternelle au lycée, public ou privé, quand à titre expérimental à partir du 1er novembre 2019 jusqu'au 1er novembre ou au 30 octobre 2021, pardon, et pour une durée donc de 2 ans, on a un menu végétarien à mettre en place au moins une fois par semaine. La diapositive d'après. Donc pourquoi un menu végétarien? Pourquoi dans cette loi Egalim on retrouve cette demande? Tout simplement parce que cette mesure est inscrite dans le nouveau programme national pour l'alimentation, le PNA 3, où il est demandé de faire une promotion des protéines végétales en restauration collective, et que nous avons aussi des recommandations dans le programme national nutrition santé, le PNNS, qui a pour objectif d'augmenter la consommation des légumes secs au moins une fois par semaine dans les menus de manière générale en restauration. De favoriser aussi la consommation des féculents complets ou semi-complets au moins une fois par jour et de plutôt favoriser, puisque nous touchons à des produits complets ou semi-complets, d'aller chercher des aliments de l'agriculture biologique, puisque comme vous le savez, les intrants chimiques vont plutôt aller se concentrer dans l'enveloppe, dans le tégument par exemple du petit grain de blé, et quand on mange un aliment complet, du coup on mange la totalité des intrants chimiques, alors que quand on mange quelque chose comme une farine blanche par exemple, on n'a que le germe et il y en a un petit peu moins. Donc plutôt favoriser les féculents complets ou semi-complets de l'agriculture biologique. Et évidemment la restauration collective, du fait de la quantité de repas, de son million de repas servis, est un levier majeur pour faire évoluer les pratiques alimentaires auprès de tous nos concitoyens. Je veux bien la diapositive d'après, voilà. Donc pour reprendre le cadre, la composition d'un menu végétarien, c'est un menu qui ne comportera ni viande, ni poisson, ni crustacés et ni fruits de mer. Pas dans son entrée, pas dans son plat, pas dans ses ingrédients, ni dans sa sauce, ni dans sa garniture.
Donc ça veut dire qu'on va éliminer ce jour-là, pour ce menu végétarien, la viande, le poisson, les crustacés et les fruits de mer. À aucun endroit, il n'est possible de proposer, voilà, on peut pas mettre une sardine en entrée et après proposer un plat de légumes et de légumes secs et de céréales. Non, l'entrée ne doit pas comporter de viande, de poisson ou de crustacés. Et donc l'idée, c'est de proposer des nouvelles sources. Alors j'ai mis nouvelles entre parenthèses parce qu'on va les proposer en plus grande quantité. C'est de proposer des nouvelles sources de protéines qui vont être, on va aller les chercher dans les légumes secs, au sein des lentilles, des pois chiches, des haricots, et on va également aller les chercher dans les céréales comme le blé, comme la quinoa, comme le riz, le sarrasin. Et aussi, on pourra, mais ça c'est pas des nouvelles sources, aller les chercher dans les œufs et également dans les produits laitiers et dans le soja. Alors, je ferai après un petit laïus sur le soja pour répondre un peu à la question de tout à l'heure de l'égrené. Et donc l'objectif, ce n'est pas de supprimer la viande, le poisson ou les crustacés dans les repas, mais bien d'être dans la diversification des sources de protéines et de végétaliser un tout petit peu plus nos menus qui sont aujourd'hui, il est vrai, très axés sur la viande et le poisson et de remettre le curseur un peu plus vers les sources de protéines végétales. La diapositive suivante, merci. Donc la conversion du menu hebdomadaire dans vous savez qu'on est assujetti à l'arrêté du 30 septembre 2011 dans lequel il y a des fréquences d'apparition des plats et que l'on se base sur 20 repas. Donc on a essayé de rester sur cette base de 20 repas qui est connue maintenant pratiquement de tout le monde. Et donc si vous proposez 5 menus de midi par semaine, c'est-à-dire que les enfants qui viennent déjeuner viennent manger du lundi au vendredi, alors vous proposerez 4 menus végétariens sur vos 20 repas successifs du midi. Si par contre il n'y a pas de consommation de repas le mercredi par exemple, et que vous proposez 4 menus du midi par semaine, alors c'est 5 menus végétariens qu'il faudra caler dans vos 20 repas successifs pour le mois. Le menu végétarien doit s'insérer dans un plan alimentaire qui est respectueux des exigences qui sont en cours encore aujourd'hui et dont l'arrêté du 30 septembre 2011 nous donne les bases. Donc, il va falloir tricoter quelque chose. Alors, c'est aussi pour ça que je présenterai ça à la fin de ma présentation. Il y a un guide qui a été édité là au cours du mois d'août. C'était pour essayer de faire le lien entre l'arrêté du 30 septembre 2011 qui va être évidemment revu pour y introduire ce menu végétarien et la loi Egalim. En ce moment, on est un petit peu dans un petit no man's land, on va dire. Du coup, vous avez un guide et entre autres cette présentation pour vous aider à avancer pendant ce temps. Donc, la fréquence d'une fois par semaine. Donc, le menu végétarien est obligatoire au déjeuner, mais il peut être proposé au dîner des internats, par exemple, mais c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. L'obligation, elle reste sur le déjeuner. Elle porte sur le déjeuner. Il faudra plutôt privilégier les jours de la semaine les plus fréquentés et peut-être ne pas mettre systématiquement le menu végétarien le mercredi, si c'est le jour où vous avez le moins d'enfants, et évidemment que la fréquence des 4 ou des 5 ne doit pas être impactée par les jours fériés ou les menus à thème. Les diapositives, voilà, merci. Donc, une fois par semaine, certes. Si vous êtes dans le cas où vous avez un menu unique qui est proposé, il s'agit alors d'un menu unique végétarien. Si vous êtes dans le choix où tous les jours vous avez un choix multiple, il y a 2 possibilités qui s'ouvrent à vous. Soit le menu végétarien hebdomadaire obligatoire fait partie des choix, soit le menu est différent, soit les différents menus proposés le même jour sont tous végétariens, ce qui est aussi une solution. Et cette option de choix dirigé est plutôt recommandée, notamment dans les secondaires où il est plus fréquent, où les enfants ont le choix des périphériques et du plat principal. Je pense entre autres à vous Lionel, c'est une solution qui peut s'offrir à vous une fois par semaine. Et donc, peut-on proposer plus de menus végétariens par semaine? Oui, à condition de respecter l'arrêté du 30 septembre 2011 et ses fréquences d'apparition des viandes que je vais vous rappeler un petit peu plus loin. Donc, les recommandations justement de la composition nutritionnelle des menus végétariens doivent s'insérer. Donc, comment on va établir son plan alimentaire, quels sont les points d'intention dans le choix des recettes et quels points aussi on doit porter sur le choix des produits. Donc, selon l'arrêté du 30 septembre 2011, qui est relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire,
vous avez des déjeuners et des dîners qui doivent comprendre nécessairement un plat principal, une garniture, un produit laitier et ou au choix une entrée ou un dessert en fonction de vous êtes avec une organisation à 5 ou à 4 composants. La variété et la qualité vont être appréciées par des critères de qualité nutritionnelle, entre autres le P sur L, et la fréquence des services et le cycle des fameux 20 repas, puisque c'est là-dessus qu'on se base jusqu'à maintenant. Et puis également, on aura une taille des portions servies qui va être adaptée en fonction du type de plat et également en fonction de la classe d'âge pour lequel vous servez les repas. Donc ça ne bouge pas, ça reste toujours d'actualité. Donc la règle de fréquence des services des plats principaux, donc on va avoir des plats à fréquence mini, c'est-à-dire au moins, on doit au minimum proposer 4 plats protidiques à base de viande non mâchée, de bœuf, de veau, d'agneau ou d'abat de boucherie. Là, je ne reprends que le tableau de fréquence de l'arrêté du 30 septembre 2011. Vous aurez également en obligation 4 repas avec un plat protidique avec du poisson ou des préparations d'au moins 70% de poisson contenant au moins 2 fois plus de protéines que de matières grasses. Ensuite, les fréquences où vous ne devez pas dépasser, c'est le maximum. Ce sont des plats qui sont plutôt gras et pas forcément très intéressants nutritionnellement. Donc vous aurez des plats où vous ne pouvez pas dépasser la fréquence de 2 plats sur 20 repas comptant au moins autant ou plus de matières grasses que de protéines, donc le fameux P sur L inférieur ou égal à 1. 3 plats aux préparations à base de viande, de poisson ou d'œufs contenant moins de 70% de ces produits et 4 plats aux garnitures frits ou pré-frits contenant plus de 15% de matières grasses. Là, je vous remets le cadre de cet arrêté. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. La définition, donc dans cet arrêté, la définition du plat protidique, elle va être étendue et c'est pour ça que là, nous commençons à retravailler avec le groupe de travail sur la nutrition sur les dispositions de l'arrêté de 2011 afin de pouvoir intégrer à l'intérieur ce menu végétarien hebdomadaire en essayant de respecter évidemment le cadre de l'équilibre nutritionnel indispensable à la bonne santé de nos consommateurs. Donc voilà, pour ce qui est de cette information-là. Donc dans ce fameux guide dont je vous parlais, et je vous présenterai la couverture, je veux bien la diapositive suivante s'il vous plaît, vous trouverez un tableau vous proposant des fréquences d'apparition de ce plat végétarien avec une prévalence sur le plat protidique contenant ayant pour source principale des légumes secs ou des céréales puisque l'idée c'est quand même d'avancer vers cette végétalisation et de proposer des légumes secs et des céréales aux enfants et aux consommateurs. Bien sûr que vous pouvez toujours dans votre fréquence, je vous rappelle, de 4 plats ou de 5 plats végétariens sur les 20 repas, vous pouvez aussi proposer des plats protidiques complets contenant du soja, mais à minima, on verra pourquoi, un plat protidique complet comprenant une source de protéines avec du fromage, mais pareil, à minima, le fromage c'est toujours aussi lié, c'est une source de protéines, mais lié souvent à des matières grasses. Des substituts de viande comme on peut trouver aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire et des plats protidiques bien sûr à base contenant des œufs, les protéines d'œufs étant la référence en termes de protéines. Voilà. Pour le reste, nous rentrons dans le cadre de l'arrêté de 2011 avec ce que je vous rappelais tout à l'heure, 4 repas avec de la viande non hachée. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc les points d'intention auxquels il faudra être attentif, c'est qu'on est plutôt à favoriser le fait maison et les aliments bruts. Que ces aliments bruts soient surgelés, frais, en conserve, voilà. Le tout c'est de cuisiner parce que quand on cuisine, on sait exactement ce que l'on met comme sel, comme matière grasse et évidemment bien souvent il n'y a pas d'additifs donc c'est quand même bien meilleur pour la santé. Nous privilégions aussi d'augmenter évidemment la consommation des plats à base de légumes secs, c'est vraiment le leitmotiv, de proposer des féculents complets ou semi-complets, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt issus de l'agriculture biologique. Et comme toujours, on a toujours cette même information, augmenter la consommation de fruits et de légumes, sachant que l'objectif, c'est les 5 portions de fruits et légumes par jour, ça ne change rien. Donc comme le proposait tout à l'heure Lionel,
eh bien, il propose tous les jours des légumes secs, des céréales et des légumes, et on peut associer ces 3 composants pour faire un plat végétarien de qualité. La diapositive suivante, merci. Donc les points d'intention sur des choix de recettes qu'il faudra limiter dans vos propositions de menus végétariens, ce sont les ingrédients et les plats à base de soja. Évidemment que le soja est une matière première intéressante en termes de protéines et d'acides aminés, puisqu'il les regroupe tous, quasiment tous, et que c'est intéressant. Par contre, il y a un petit bémol, c'est que c'est un aliment qui est vecteur de phytoestrogènes, et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de recommandations de l'ANSES sur ce sujet-là. Et du coup, tant que, on va dire, le principe de précaution, on peut en proposer. À minima, je vous conseillerais peut-être entre 1 fois par mois, voire 1 fois tous les 2 mois, pour aussi apprendre à consommer ces aliments-là, mais en sachant que les phytoestrogènes, j'ai pas précisé, c'est un perturbateur endocrinien, et qu'on ne sait pas encore aujourd'hui l'incidence que ça peut avoir sur la santé, entre autres des enfants qui sont en pleine croissance et auxquels il faut être encore plus attentif. Nous avons aussi une approche concernant les aliments ultra transformés selon la classification NOVA. Donc, évidemment, nous proposons au sein de ce GT de les consommer à minima. Ça ne veut pas dire ne pas les consommer, ça peut être pratique. Ça peut être aussi intéressant quand on initie ces menus végétariens pour reconstituer le cœur d'assiette que les enfants connaissent, c'est-à-dire comme on fait aujourd'hui, son morceau de poisson, son morceau de viande et son plat d'accompagnement. C'est vrai que les enfants ont ces habitudes-là en visuel et que des fois, au début, ça peut permettre d'aider à la compréhension, mais ça ne peut pas être l'aliment de substitution et la végétalisation des repas, ça serait bien dommage. Encore une fois, je le répète, il faut favoriser la fabrication maison. Et les plats à base de fromage, c'est pareil, ça peut être intéressant. Les enfants souvent les apprécient, comme les panés au fromage, les croquettes, mais ça reste des produits qui sont gras et auxquels il faut être attentif. La diapositive suivante, merci. Donc, dans les achats, puisque bien sûr, il y a les cuisiniers qui vont cuisiner, puis ils vont peut-être acheter aussi, ou des acheteurs particuliers, il faudra consulter la liste des ingrédients et essayer d'être, évidemment, si vous êtes sur des aliments bruts, la liste est très courte. Si vous êtes sur des aliments transformés ou ultra transformés, elle est beaucoup plus longue et insère des additifs, des texturants, des choses comme ça pour essayer de donner une constitution à ces aliments pour ressembler à ce qu'on a l'habitude de ce qu'on connaît. Alors, céder du Nutri-Score, c'est pas encore évident en restauration collective parce que c'est pas quelque chose qui est imposé, mais ça peut vous aider sur des aliments et vous donner les limites. Évidemment, il faudra limiter les Nutri-Score qui est D et E. Préférez les produits composés d'ingrédients simples et peu transformés, c'est ce que je vous disais, et peser et mesurer le sel parce que souvent dans les aliments transformés, mais aussi dans vos cuisines, il est intéressant d'être attentif au sel. Plutôt repenser les assaisonnements afin de rehausser les goûts parce que c'est vrai que ces aliments ces légumes secs et ces céréales, il faut leur donner un peu de peps et j'appréciais beaucoup les petites recettes qui viennent de l'hémisphère sud parce que dans le GT Nutrition, nous travaillons avec une collègue qui est à La Réunion et elle nous a bien inspiré sur ce sujet-là. Voilà. Comme dans tous les repas que vous pourrez produire et cuisiner, il faut choisir ses matières grasses végétales de qualité en préférant l'huile de colza, la noix et l'olive. Et puis aussi essayer d'avoir des modes de cuisson qui préservent les qualités nutritionnelles des produits, et entre autres les vitamines, pour éviter de les tuer en cuisant beaucoup trop. Un petit point sur la partie indicateur, où là je vais passer très rapidement. Aujourd'hui, il y a un sous-groupe qui travaille, il y a un groupe qui travaille sur ce sujet-là. On est encore sur les grandes lignes qui sont inscrites dans la loi Egalim, c'est-à-dire le coût, la fréquentation du restaurant, le gaspillage alimentaire. Sachez qu'il y a un prestataire qui a été référencé pour s'occuper de ces indicateurs de l'évaluation de l'expérimentation, qu'il est en train de construire une grille très exhaustive et que cette grille sera travaillée au sein du sous-groupe et validée et qu'ensuite elle sera bien sûr demandée d'être remplie par les acteurs de la restauration collective. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Pour l'instant, on n'a pas d'avancée. Alors les conditions de la réussite, eh bien, je vais reprendre peut-être structuré d'une autre façon, mais je vais reprendre un peu tout ce qui a été le cheminement de Lionel, c'est-à-dire la diapositive suivante, merci. Les conditions, la connaissance des aliments de la cuisine végétarienne, la maîtrise des techniques de cuisson et d'assaisonnement et la communication, parce que sans communication, ça ne fonctionne pas et il va falloir rassurer. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît.
La connaissance des aliments, bien sûr, ça commence par passer par l'équipe de cuisine parce que tout passe par eux. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, nos cuisiniers n'ont pas été formés à la cuisine végétarienne, ce n'est pas dans les études. Soit il y a quelqu'un qui a comme Lionel, qui a une sensibilité particulière, mais sinon, les cuisiniers sont habitués à élaborer des plats avec de la viande et du poisson. Donc, il va falloir penser à les envoyer, alors, en formation là plutôt continue. Sachez qu'au sein de ce groupe de travail de la nutrition, on a un sous-groupe qui travaille sur la formation initiale pour les jeunes à venir et essayer d'introduire dans le référentiel de cuisine le référentiel repas végétarien et cuisine végétarienne, et aussi de former des formateurs pour avoir une formation continue. Donc, il est évident qu'il va falloir travailler sur ces sujets-là parce que, bien sûr que les cuisiniers, ils savent cuisiner un légume sec, une céréale, mais de là à en faire une association pour en faire un plat végétarien, il va falloir creuser la question. Pour nos convives, c'est une révolution culturelle. Partout en France, manger végétarien, à part avoir une sensibilité particulière, c'est pas dans nos habitudes alimentaires et qu'évidemment, ça peut poser des questions, ça peut interroger tout le monde et qu'il va falloir dialoguer. Il va falloir dialoguer avec tous les usagers, toutes les formes d'usagers, c'est-à-dire aussi bien les représentants de parents d'élèves, les parents d'élèves, l'accompagnement pédagogique, c'est-à-dire aussi les instituteurs. Et je trouve que d'aller dans la classe de 5e avec la prof de SVT, c'est une très bonne approche. Ça fonctionne bien, je pense. Et puis, essayer de faire comprendre qu'on n'est pas en train de mettre la viande et le poisson en dehors des menus, mais qu'on est en train tout simplement de constituer une offre complémentaire et non substitutive. Et qu'on est encore une fois, je le répète, parce que c'est vraiment le maître mot pour moi, on est dans la diversification des sources de protéines et pas dans l'élimination des sources de protéines d'origine animale. Pour rassurer, diapositive suivante, merci, pour rassurer, sachez que nous nous appuyons, la Direction générale de la santé et le groupe de travail nutrition, nous nous appuyons sur l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, et que nous les saisissons sur des points particuliers et que nous attendons leurs appuis scientifiques et qui sont vraiment intéressants pour continuer à avancer. En tout cas, aujourd'hui, l'ANSES a conclu pour le moment. On attend encore, on n'a pas tous les éléments sur tout, mais en tout cas, aujourd'hui, si le guide que vous avez à la fin de ce PowerPoint s'appuie sur le fait que l'ANSES nous a dit que les menus végétariens hebdomadaires, dès lors qu'ils sont équilibrés, ne contribuent absolument pas, ne posent pas de problème et contribuent plutôt à une bonne couverture de l'ensemble des besoins nutritionnels des enfants et qu'il n'y a aucune carence et aucun risque en mettant un menu végétarien par semaine. Voilà. Je voudrais juste rappeler aussi que notre restauration, c'est 140 repas par an, c'est 4 ou 5 menus, repas par semaine, donc c'est pas non plus la totalité de la consommation des repas des enfants. Mais par contre, ça peut être le repas du midi, être un repas important pour une population qui peut être fragilisée. Et puis séduire les convives, il ne s'agit pas de remplacer, donc je le redis, de remplacer la viande, mais seulement de rééquilibrer la consommation vers les protéines d'origine animale, vers les protéines d'origine végétale en enlevant un petit peu de protéines d'origine animale. Et donc on demande à la restauration de faire découvrir ces autres sources comme les légumes secs, les céréales et les graines oléagineuses. Et je pense que les personnes qui vont intervenir après moi vous développeront ces produits-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à 65% de consommation de protéines d'origine animale. Le groupe de travail, comme mon PowerPoint, s'appuie sur ces différents sites que vous pouvez consulter. Donc évidemment l'ADEME, le site du gouvernement, du ministère de l'Agriculture. La diapositive suivante, et je vais bientôt terminer. Donc voilà le fameux guide qui a été sorti et qui a été édité en août 2020, que nous avons travaillé de octobre à juillet. Vous avez deux versions, une version longue qui est l'expérimentation du menu végétarien et un 4 pages qui s'appelle Tout savoir sur le menu végétarien et qui peut peut-être vous aider à faire la promotion de ce menu et à communiquer auprès de vos consommateurs. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'agriculteur dont j'ai mis le HTTP en bas de cette diapositive pour le récupérer et l'imprimer. Dernière diapositive, je crois.
Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que nous mettons en ligne, là, je suis en train de le finaliser avec le sous-groupe, nous mettons en ligne un livret de 12 recettes, qui sont des recettes de la restauration collective qui ont été testées en cuisine par des cuisiniers et des diététiciens, puisqu'on travaillait de concert avec l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Et ce petit livret sera édité, je pense, d'ici la fin du mois d'octobre, et vous donnera et des informations sur les céréales, les légumes secs et comment communiquer, plus dans le détail que ce que je viens de faire, et également ces fameuses recettes. Et si vous adhérez à l'association Agores ou à la FDN, vous bénéficierez chaque mois d'une newsletter sur les repas végétariens, et dans lequel nous donnons 4 recettes avec des photos. Et chaque mois, ces 4 recettes changent. Nous en proposons au total 40. Voilà. Donc on a commencé au mois de juin, je crois, et on terminera dans 10 newsletters plus loin. Ça doit faire le mois de mars ou le mois d'avril 2021. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Moi j'ai envie de faire une web TV là entre ce que Lionel et vous venez de dire, parce qu'on va pouvoir vraiment concurrencer Cyril Lignac. Et puis plus sérieusement, merci beaucoup pour votre intervention. Ce support est très complet. Encore une fois, il sera disponible, on va dire, après le webinaire, ne vous inquiétez pas. J'ai vu un fleuron de questions passer, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Il est temps encore d'en envoyer. Sandrine et Nicolas peuvent toujours regarder ça. Ce qu'on peut faire aussi, si je peux me permettre, c'est si il y a trop de questions et que je ne peux pas y répondre là parce que le temps nous est compté, on peut peut-être aussi les lister et les mettre ensuite en ligne. Je répondrai, voilà, et les mettre en ligne pour que vous puissiez avoir la réponse à vos questions si on ne peut pas tout faire là maintenant. Super. Eh ben, je vous remercie au nom de toutes les personnes qui participent au webinaire. À vous les studios. Des questions? Oui, il y a des questions à la fois. Je ne sais pas qui de vous deux, Madame Hay ou Lionel, pourrait apporter les réponses, puisque ça concerne un petit peu plus le côté un peu nutrition. J'ai une question sur quels sont les apports des plats végétaux par rapport aux produits carnés, notamment pour pouvoir expliquer aux parents la démarche et puis surtout les apports tout simplement. Il y a une question également, on va faire une par une peut-être. Lionel ou Marie-Noëlle, qui de vous deux peuvent... Moi, je peux répondre. Lionel pourra peut-être compléter. Je suis diététicienne de formation, donc D'accord. ça devrait un peu vous aider. Donc, les légumes secs et les céréales contiennent des fibres, voilà, ce qui est intéressant parce qu'on n'en mange pas assez. Également, ce qui se passe, c'est il faut juste être vigilant. Et la viande, on va faire juste le parallèle. Par contre, dans les céréales et les légumes secs, on ne trouvera pas, par exemple, de vitamine B12 ou ce qui peut être un petit peu gênant. Et c'est pour ça qu'il faut pas, que cette diversification nous permet de manger de la viande dans laquelle on trouve de la vitamine B12 et de manger des céréales dans lesquelles on trouvera des fibres. Voilà, donc il n'y a pas, je ne sais pas quelle est vraiment la question. Est-ce que il n'y a pas si on mange de manière variée et diversifiée en quantité raisonnable, les apports sont couverts, et aussi pour les enfants. Je ne sais pas si c'était la... oui, c'était ça. C'était les précisions sur les apports de plats végétaux par rapport aux produits carnés. Donc c'est ça, c'est plus de fibres avec les céréales et légumes. Par contre, en effet, en fonction des légumes présents et des céréales et des légumineuses présentes, il y a, comme l'a dit Lionel, les questions des acides aminés et certaines vitamines qui ne sont pas présentes, d'où la nécessité de diversifier, de ne pas complètement laisser tomber la viande ou le poisson. Exactement. Dites-vous une chose, c'est que nous servons dans le contexte là, nous servons des enfants ou des adultes bien portants, et que on n'est pas à rentrer dans le détail de la ration qui peut être important quand on a des soucis de santé particuliers. Là aujourd'hui, en mangeant de tout, voilà, je le redis parce que c'est vraiment le maître mot. Si on mange de tout en quantité raisonnable et de manière diversifiée, on apporte tous les nutriments nécessaires à bien grandir ou à bien s'entretenir. Voilà. Donc il n'y a pas de risque, il n'y en a aucun.
Et vous pensez, Marie-Noël, que l'expérimentation, j'ai vu la question passer, que l'expérimentation va être poursuivie, renouvelée, que les résultats vont permettre d'inscrire ça à la loi de façon pérenne? Écoutez, je pense que parallèlement à l'expérimentation, nous allons commencer là à travailler sur la refonte de l'arrêté de 2011. Donc j'ai envie de vous dire que oui, je pense que l'expérimentation va être prorogée, c'est sûr, mais je n'ai pas, ça n'a pas été dit comme ça. Mais le fait de travailler cet arrêté de 2011, en introduisant le repas végétarien, cette composante végétarienne dans la fréquence, en tout cas d'apparition des plats, me semble, oui, être dans cette ère-là, en tout cas. Ça devient la référence. Alors, ça deviendra un élément de constitution de nos repas. Justement, il y avait une question sur un point précis ou une interrogation sur l'utilisation dans une sauce de fumet de poisson. Est-ce que du coup, ce genre de produit doit être proscrit dans ce cadre-là? Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai insisté, comme tout à l'heure, je vous dis la garniture et les sauces. Oui, on ne peut pas utiliser ni un fond de veau, ni un fumet de poisson pour faire sa sauce qui va accompagner le repas. Le menu végétarien, bien sûr, va plutôt falloir aller travailler les épices, les herbes aromatiques et voilà. Donc et les légumes. Non, on peut pas mettre de fumet de poisson. Alors pour le fumet de poisson, moi j'avais entendu dire que le céleri, par exemple, se substituait très bien au niveau gustatif. Ça signifie qu'il y a de la formation à réaliser. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet? Non, j'ai pas vu de question sur la formation. Par contre, j'ai une question sur comment faire accepter cette expérimentation et cette démarche de diversification aux enfants, puisque c'est la public enfants scolaires aussi, quand les parents ne sont pas du tout dans cette démarche. Eh bien, c'est tout le travail de fond qu'il faut mener, c'est expliquer pourquoi, expliquer l'intérêt, faire des petites affiches, transmettre des documents. Il n'y a que la communication et l'explication qui peut apporter. Excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Qui peut apporter de l'eau à ce moulin. Ça va pas se faire. C'est une révolution, vraiment. C'est une révolution culturelle. Donc évidemment, c'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Mais ça veut dire qu'il va falloir déjà encadrer, apprendre aux encadrants des enfants qui mangent à la cantine le pourquoi de ces menus végétariens pour que eux-mêmes transmettent aux enfants. Et les enfants sont assez promoteurs d'informations aussi auprès de leurs parents. Donc je pense que ces enfants peuvent aussi retransmettre. Et puis voilà, il va falloir du temps pour que tout le monde accepte qu'on puisse manger autre chose que de la viande et du poisson le midi à la cantine et qu'on peut très bien faire ce complément avec des légumes secs et des céréales. Ça fonctionne très bien et que c'est très bon quand c'est bien cuisiné, vraiment. Donc, et oui, je comprends la difficulté. On l'a tous. Hein. Je suis dans la même situation que vous. J'ai 4400 couverts tous les jours et je peux pas dire qu'aujourd'hui, même en étant copilote, que tout est réussi. Hein, pas du tout. J'ai pas la recette miracle. Ça passe par vraiment communiquer, expliquer et remettre sur le métier l'ouvrage. Est-ce que Lionel, avez-vous quelque chose pour apporter un complément par rapport aux 4 questions qui ont été posées? Moi, je trouvais ça très clair. Non, tout est dit par Marie-Noël, il y a pas de souci. La communication, l'explication, expliquer aux gens pourquoi, et expliquer comment ça fonctionne dans l'organisme, expliquer les bienfaits à l'intérieur du corps, expliquer, voilà, faut vraiment expliquer et leur faire comprendre, mais pas en imposant. Faut vraiment qu'ils prennent conscience et non pas imposer, obliger les gens à. Il faut vraiment que c'est une prise de conscience et c'est ça, il faut expliquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de la pédagogie, donc il faut répéter. Juste, j'aurais complété, il faut juste se dire qu'à un moment donné, manger de la viande, dans notre esprit, hein, c'était accéder à un mets assez riche et que aujourd'hui on en a beaucoup consommé et que c'est revenir un petit peu en arrière, ça passe par l'explication parce que pour certains, manger de la viande, c'est important. Mais on n'est pas en train de dire que l'on va arrêter de manger de la viande et arrêter de manger du poisson. On est juste en train de dire qu'on va diversifier nos apports en sources de protéines, c'est tout. Et que voilà, l'idée c'est pas de manger végétarien les 5 jours à la cantine, loin de là, on n'est pas là du tout. Hein, parce que là, par contre, il y aurait une vraie question à se poser.
Le top, c'est de manger flexitarien, on est d'accord là-dessus. Exactement, exactement. Encore une question et je choisis, je suis désolée, de poser celle peut-être à Marie-Noël, mais peut-être à Lionel aussi, qui, on a compris, s'est un petit peu formé seul. Il y a donc entre 6 et 8 ans maintenant. Est-ce que actuellement on peut trouver des formations professionnelles et j'allais dire efficaces et surtout à la page des nouvelles orientations que vous venez de nous préciser? Alors moi, j'ai travaillé avec le CNFPT dans le même cadre d'un webinaire voilà, de la même façon. Et le CNFPT propose des formations sur le repas végétarien. Alors, quant à vous dire qu'elles soient efficaces, je ne les ai pas testées, mais ils ont mis en place cela déjà depuis un certain temps avec des personnes comme Gilles Deveau qui sont des spécialistes de l'alimentation végétarienne donc, et de la cuisine végétarienne, pardon. Donc oui, il existe des formations. C'est comme tout, il va falloir regarder, choisir. Je ne peux pas vous en conseiller une plus qu'une autre. En tout cas, là, si on a affaire à des cuisiniers de collectivités territoriales, le CNFPT est tout à fait approprié. Alors moi, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Je sais que Madame Maillard Isabelle prépare une formation sur le végétarisme, justement au niveau du conseil départemental, donc qui sera proposée ou qui est proposée ou qui sera proposée bientôt. Donc il y aura une formation en interne aussi pour les chefs de cuisine du conseil départemental. C'est super. Et avec des formations techniques, je veux dire culinaires, parce que le CNFPT propose les deux, c'est pour ça. Alors le contenu de la formation, je ne la connais pas, puisque c'est pas moi qui l'a fait, mais je sais qu'elle va être proposée. D'accord. Merci. Et d'ailleurs, comme les formations pour certaines sont en train de se constituer et qu'on va recueillir les différentes questions et remarques, pourquoi ne pas recueillir, vous qui êtes 50-60 autour du webinaire, recueillir vos propositions en la matière et vos demandes particulières qu'on pourra faire remonter. Écoutez, maintenant qu'on a bien planté le décor et qu'on a beaucoup d'infos, qu'on voit vers où on va, je vous propose de passer directement à des solutions d'approvisionnement. Brigitte, est-ce que tu es prête? Ou Vincent? Alors, Agrologique, est-ce que vous êtes là? Alors, Agrologique n'est pas là. Si, Brigitte est là. Excuse-moi, j'avais Voilà. pas le micro tout simplement. Et elle prenait ses notes. Eh oui. Je te propose qu'on passe directement le PowerPoint, ça nous permettra d'être plus autonome pour passer d'un truc à l'autre. Non, c'est possible? C'est-à-dire? En partageant. Toc toc. Ah, tu fais un partage? Ok. Est-ce que vous l'avez? Comme ça, on aura la main, ça va être aussi facile. Eh ben, c'est bon? faut que tu te mets en mode diaporama en bas à droite avec le petit icône. Et du coup, on va y être. Ok. Là, c'est bon? Est-ce que tout le monde le voit ou pas? Allez, super. C'est parfait. C'est bon? Merci. Vincent, je te laisse démarrer? Vas-y. Bon. Donc, Société Agrologique, alors je suis avec Vincent Seyeux, à la fois le gérant et le fondateur de l'entreprise, créée en 2016 en Mayenne. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure, on reviendra plus en détail, mais on fait des légumineuses tout près de la Bretagne, à savoir dans la Mayenne, mais également dans le 35 depuis 2 ans maintenant. Et on les prépare en fait pour les rendre commercialisables, c'est-à-dire nettoyer, trier, etc., etc., etc. Alors, quelle culture on parle? J'avais fait une liste des cultures que l'on propose aujourd'hui. Il y a des points de suspension parce que chaque année on peut en rajouter. Et en face, du coup, les possibilités en cuisine que vous pouvez vous mettre en œuvre dans votre travail au quotidien. Le fer de lance de l'entreprise au départ, c'est le quinoa, et un quinoa qui est sans saponine, qui n'aura du coup pas besoin de rinçage, contrairement au quinoa d'import que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui. Nous produisons également du chanvre avec un travail qui va jusqu'au chanvre décortiqué. Donc, nouvelle alternative assez peu utilisée encore, mais qui mérite d'être davantage explorée en cuisine, que ce soit en accompagnement chaud, que ce soit en salade, etc., en petits compléments, apéros et autres. Bon, là, sur les cuisines de collège et de cantine, c'est pas forcément votre premier besoin. Le sarrasin
avec des semences particulières qui nous permettent en fait sur un gros grain de faire du sarrasin décortiqué. Donc là, de la même façon, une alternative au riz, que ce soit en chaud ou en froid. Une nouveauté depuis 2 ans, les courges, donc avec des graines de courge vertes. Alors, de la même façon, c'est peut-être moins vos besoins en cantine et collège, enfin en primaire et collège. Du tournesol décortiqué de la même façon. Ce que j'avais mis en gras, c'est ce qui me semble sans doute le plus répondre le plus à vos besoins, à savoir les lentilles vertes, des lentilles beluga cette année, des pois verts, donc permettant de faire des pois cassés, mais aussi des brisures de pois ou des farines de pois qui peuvent vous permettre dans certaines recettes d'épaissir un potage, une sauce, etc. Des pois chiches de la même façon qui sont commercialisables entiers ou en farine. Et puis de façon alors plus anecdotique, des graines de chia. Nous faisons également du millet, de la même façon qui est vendu aussi décortiqué selon les besoins, de la cameline, du cartame, du lin doré et ce que je précisais, des points de suspension. Toutes ces graines sont produites en Mayenne, en Sarthe et un développement récent sur la Bretagne, notamment le 35, sont conduites en bio, donc chez 70 à 80 agriculteurs partenaires aujourd'hui. Et j'ai rajouté une petite ligne parce qu'elle intéresse très souvent la Restauco avec qui nous travaillons déjà un petit peu. Nous faisons venir quelques tonnes de riz de Camargue d'un agriculteur qui est sur la même dynamique que nous. Et donc c'est un riz bio, IGP, étuvé et qui a beaucoup de succès auprès de vos collègues en Restauco, en Mayenne et sur Nantes où on travaille un petit peu. Voilà pour brosser le décor. Alors l'entreprise en fait quoi ? Ce qu'on vous disait, on accompagne des producteurs donc à la mise en place de toutes ces cultures qui sont pour beaucoup nouvelles, qui changent du blé, du maïs, des prairies qu'ils ont l'habitude de cultiver. Donc il y a un accompagnement technique pour cette mise en place. Ensuite, par contrat, nous leur achetons les cultures et ce sont toutes des cultures qui sont très 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 fragiles, qui ont besoin d'être séchées directement à la récolte. Donc elles sont séchées grâce aux caissons que vous voyez là, qui ont un système de double fond et qui peuvent permettre de ventiler et de sécher. Ensuite, nous avons un outil de tri qui se situe sur plusieurs étages. C'est la photo que vous avez au milieu, avec du nettoyage de la graine, de l'épierrage, parce que quand on moissonne, on peut toujours avoir des grains de sable, etc., qui seront évidemment absolument pas conviés dans les assiettes. Donc tout cela est bien nettoyé, trieur optique, table densimétrique, etc. Enfin, on a tous les outils nécessaires, avoir un beau produit utilisable en alimentation. Le stockage, pour l'essentiel, se fait en stockage en big bag d'une tonne parce que nous avons le gros des débouchés qui sont vers des grossistes et vers des transformateurs. Mais on verra tout à l'heure, concernant la Restauco, on a aussi la possibilité de vous proposer évidemment des conditionnements qui vous sont appropriés. Donc là, la particularité du site d'Agrologique, donc 15 km au sud de Laval, donc pour l'Ille-et-Vilaine, on est vraiment les voisins très très proches. Donc le site est 100% bio, on ne traite que des graines menées en bio, 100% sans gluten. Donc, par exemple, en bio, il se fait beaucoup des cultures en binaire. Ce qu'on appelle en binaire, c'est par exemple un triticale et un pois qui vont être cultivés ensemble. Et ben dans ce cas-là, le pois ne viendra pas chez nous. On ne prendra des cultures que si elles ne comprennent pas de céréales pouvant amener du gluten sur le site. Quand je dis 100% local, c'est local au sens où je vous en ai parlé tout à l'heure. L'essentiel, 72, 53, 35, un tout petit peu de 22, 56, un petit peu de 49. Un petit peu de 44 cette année, et 100% tracé, c'est-à-dire qu'on est capable, parce que l'on travaille alors à grande dimension par rapport à un agriculteur qui ferait de la vente directe, mais à petite dimension industrielle malgré tout, de tracer en fait le produit venant de chez tel producteur, arrivé chez nous tel jour, dans telles conditions, etc. etc. Vous avez à côté le certificat bio, donc qui prouve ce volet-là. Une chose à préciser dans la traçabilité, cette année, comme nous travaillons en lien avec Terre de Source en Ille-et-Vilaine, nous avons mis de côté, dans des big bags comme je vous ai montré tout à l'heure, du sarrasin, c'est en cours de récolte actuellement, des lentilles vertes et du quinoa qui ont été récoltés cet été, produits en Bretagne, stockés, numérotés à part. Donc si vous avez même une exigence de produits en Bretagne, on peut vous livrer ça très facilement. Voilà pour ce volet-là.
Concernant les conditionnements, donc vous avez vu les conditionnements grossistes. On vient de s'équiper en juillet d'une chaîne de conditionnement qui nous permet de faire des sachets en 5 kilos. On les faisait faire à l'extérieur jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on vous propose toutes les graines dont on a parlé tout à l'heure en sachet de 5 kilos, en sac papier. Vous avez l'exemple d'une étiquette avec tous les éléments qui vont bien, de numéro de lot, de date d'utilisation, logo bio, etc., etc. Pour certaines graines que vous voudriez tester, mais plutôt comme petit agrément, je pense aux graines de courge par exemple, ou ce genre de choses, on fera aussi de l'ensachage 1 kg, donc ça deviendra aussi possible. C'est sans doute moins votre besoin, mais pour des denrées disponibles, enfin nécessaires en plus petite quantité, c'est tout à fait possible. Voilà, les fiches techniques pour les différents produits sont prêtes. J'en ai mis juste quelques exemples. Hein, c'est pas l'objet de donner tout le détail, mais en tout cas tout cela existe. Sur la partie logistique, c'est souvent là-dessus qu'on achoppe un petit peu, c'est-à-dire qu'on commence à voir la production, on a la volonté de consommer à votre niveau en restauration collective. Et le maillon du milieu peut parfois poser problème. Valeur aujourd'hui, nous, ce que l'on fait en Mayenne, on distribue dans les restaurants collectifs ou même restauration commerciale d'ailleurs du département via 2 créneaux, donc Manger Bio 53 depuis déjà pas mal de temps, et puis de façon plus récente par une autre structuration qui vient de se mettre en place qui s'appelle Maillon Court. Donc pour Manger Bio, par exemple, on a des commandes hebdomadaires que l'on livre à proximité et puis ils font la tournée dans le département. Sur la région nantaise, on travaille également avec Manger Bio 44, mais de façon un peu plus pro, on va dire, du fait de la distance, même si c'est pas très très loin. C'est-à-dire qu'à leur demande, on livre des palettes qui peuvent être des palettes multiples hein, de plusieurs produits, et eux se chargent de dispatcher en fonction de leurs commandes. Ça fonctionne aussi de la même façon sur certains arrondissements de Paris sur lesquels on a aussi des commandes en reste-co. Donc pour l'Ille-et-Vilaine, on n'a pas d'expérience jusqu'à présent, mais l'idée c'est en fonction de vos besoins de s'adapter à vos habitudes. On peut tout à fait faire le même fonctionnement qu'avec Manger Bio 53-44 et travailler avec Manger Bio 35, avec d'autres distributeurs. Enfin voilà, on arrive à livrer à Nantes, à Paris, on arrivera bien à livrer à Rennes, c'est vraiment pas un problème. On peut préciser aussi qu'on a déjà 5 produits référencés chez Pomona. Là, c'est tout récent, mais on est en train le référencement est finalisé. Il reste un dernier rendez-vous et d'ici, je pense, une quinzaine de jours, vous pouvez commander par ce biais-là. Et l'idée, c'est aussi, pour vous simplifier la vie, en tout cas pour ceux qui fonctionnent en restauration avec des groupes style Sodexo, Restoria et autres, d'obtenir aussi des référencements dans ces entreprises-là parce qu'on peut leur fournir le local, le volume et le bio. Et ensuite, il me semble, j'avais mis illustré, donc je vais les passer rapidement, hein, mais ça vous permet, vous connaissez souvent le produit prêt à cuisiner, et bien ça vous donne quelques images de la culture, donc notamment la lentille, qui est une très très jolie plante. Le pois chiche qui ressemble avec une feuille un peu plus découpée, les pois chiches que l'on peut associer à des lentilles ou à des limbes en culture pour limiter les mauvaises herbes, en fait, avoir une bonne couverture de sol et avoir une récolte, une culture la plus propre possible. Des pois verts, donc on en fait des composts. Le quinoa. Donc, si certains connaissent un peu des adventices qui embêtent les agriculteurs de l'Ouest, ils connaissent peut-être les kénopodes qu'on a dans les champs de maïs. Bah, le quinoa, c'est de la même famille. Donc, quand on regarde ça très vite, mais ce n'est pas une adventice, c'est au contraire une très très belle culture. Donc, le quinoa. Le sarrasin, donc là, vous connaissez notamment en Bretagne. Et donc, avec ce que je vous disais, la particularité, c'est qu'on vous propose du sarrasin décortiqué. Donc, on va retrouver le même goût que dans les fameuses galettes saucisses du 35 et aussi 53, hein, mais avec d'autres présentations. Le millet, qui se commercialise également en millet décortiqué. Alors là, vous avez 2 images qui vous permettent de voir le lin avant le tri, c'est-à-dire que quand on récolte un produit, nous, il est rempli de petits éclats de paille, d'adventices, de graines indésirables. Et vous avez le produit après tri, donc prêt à commercialiser, à cuisiner.
La petite particularité qu'a lancée l'entreprise depuis 2 ans, c'est accompagner la culture de graines de courge. Donc, ils vous donnent les graines de courge vertes. On fait également du chanvre. Donc là aussi décortiqué, comme je vous le disais au départ, du chia et la cameline. Et voilà. Je pourrais encore vous donner d'autres photos, mais voilà pour la présentation rapide de cet après-midi. Voilà. Vincent, je te laisse peut-être compléter. Eh bien, bonjour. Je voulais déjà, premièrement, féliciter Lionel pour tout son travail. Et donc, nous, on peut aujourd'hui répondre à cette demande, cette volonté de trouver des alternatives aux cuisiniers qui cherchent à créer de nouvelles recettes et à promouvoir des cultures faites localement. Nous avons créé cette société, elle a été aidée par la région. On a eu un gros soutien politique pour la constitution de cette société. Et mon vœu le plus cher était de pouvoir justement répondre le plus rapidement possible aux besoins collectifs. Parce qu'en fait, c'est un moyen pour nous de montrer que l'investissement public qui a été fait, eh bien, on a un vrai retour rapide et qui vraiment aujourd'hui, on se rend compte qu'il répond à un vrai besoin. Donc voilà, pour faire court. Micro. Je vous remercie. Alors, je vais juste, pour ne pas oublier, il y avait 2 questions sur l'approvisionnement et je vais les rappeler, mais les réponses ont été apportées dans le contenu de cette première présentation. Donc, pouvons-nous trouver des lentilles d'origine Bretagne? Donc, on a entendu que c'est désormais possible grâce à votre intervention, monsieur et madame de chez Agrologique. Et ensuite, il y avait une question sur quels étaient les réseaux de distribution. Donc là également, vous nous avez apporté des réponses pour les départements limitrophes 44, 53 et vos démarches qui sont en cours en Ille-et-Vilaine et celles qui sont en cours en termes de référencement pour ce volet-là, avec les entreprises, les grossistes habituels que nous connaissons par ailleurs. Donc je vous remercie. J'ai vu aussi que certains d'entre vous avaient fait des propositions de formation qu'ils avaient eux-mêmes expérimentées. Donc, pour tout le monde, il y a notamment le collectif les pieds dans le plat, pour ceux qui sont aussi présents au niveau national et en Bretagne. N'hésitez pas à continuer à inscrire vos questions pour que je puisse les relever et les poser au fur et à mesure. Je vous remercie. Donc, pour compléter, j'ouvre sur ce qui est en train de se faire sur les légumineuses à graines dans le Grand Ouest. Comme vous voyez, Agrologique a déjà mis en place une compétence en première et deuxième transformation de ces graines. Et la question d'Anthony Bellemand tout à l'heure, c'était « mais j'en trouve où, moi, de la lentille en Bretagne ?» Alors, il y a des choses qui sont déjà faites par les entreprises privées. Il faut savoir qu'à l'échelle du Grand Ouest et même au niveau national, actuellement, on trouve beaucoup plus de graines qui viennent du Canada, d'Ukraine, d'Europe de l'Est, et ça nous fait mal. Ça nous fait mal en termes de traçabilité, c'est-à-dire que si on travaille sur de la diversification, sur de l'équilibre alimentaire, on aimerait bien aussi pouvoir faire confiance aux produits qui sont utilisés. C'est un travail qui est en cours. Alors ça, je ne vais pas lire le détail. Tout ça pour vous dire que les 3 régions, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, se travaillent main dans la main actuellement, que à L3, ces régions représentent quand même 40 000 hectares de production en légumineuses en France, donc il y a une vraie compétence, et ça existe, de produire ces légumineuses. Il y a du pois chiche, du haricot rouge, des pois verts, de la lentille, plusieurs espèces de lentilles d'ailleurs, et que si je reviens sur les chiffres que vous voyez là, le bond de la consommation en France en lentilles, ces 3 dernières années, par exemple, ça a été multiplié par 2, la consommation. Quasiment tout ce qui a été acheté en plus, c'est que de l'import.
Alors qu'on a des compétences, on a des entreprises, et puis on sait que tant les élus que vous, dans les restaurations, vous souhaiteriez pouvoir travailler avec du produit plus local. Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, le travail qu'on a initié a regroupé pas mal de monde autour du sujet. On a déjà caractérisé à peu près l'équivalent de 10 000 hectares de culture. Et on sait que ça va aller crescendo, on a d'autres personnes qui nous rejoignent. L'idée, c'est qu'on a besoin de savoir exactement quelle est l'attente. La restauration hors domicile, dont vous, en fait, on a déjà eu l'expression du besoin, l'association Agores, UniAchat, Restoco, des grandes métropoles, Le Havre, Rennes, et j'en passe, ont mis en commun des chiffres et des informations pour expliquer ce qui était attendu et pour expliquer leur pratique. On sait que actuellement, pour réussir à faire bouger les choses, il ne faut pas produire, il faut organiser votre approvisionnement en vous proposant du produit brut, du produit de première, deuxième, voire troisième transformation, dans la logique de ce qui est attendu par la loi et de ce que vous attendez de ces produits. Pour vous dire où on en est, actuellement, les coopératives et autres entreprises qui s'organisent sur la collecte et on va dire l'encadrement de la production des légumineuses, elles sont 17 ou 18 sur le Grand Ouest. On en a plus de 15 même, on en a 16 sur les 17 qui sont adhérentes à cette association. Donc il y a une restructuration en cours. Il y a déjà eu, ce qu'on va dire, des courants d'affaires, des approvisionnements qui se sont lancés là en début d'année. On sait que c'est en train de se faire. Donc si vous êtes un peu dans la panade ou que vous n'avez pas l'approvisionnement, ne baissez pas les bras, c'est en train d'arriver. On voit Agrologique qu'il y a des choses. Eureden va nous parler de ce qu'ils font aussi. Sachez en tout cas que vous avez la possibilité de compter dessus, que vos marchés publics, de toute façon, vous permettent d'aller commander des choses que vous n'auriez pas anticipées. Et donc, par conséquent, vous pourrez vous fournir assez rapidement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien qu'il y a des pistes sur des recettes, sur des nouvelles façons de cuisiner, de présenter les produits, et donc la prise en compte de vos besoins devrait donner lieu à des premières propositions de produits d'ici la mi-2021. Les industriels, encore une fois, sont très intéressés par ce qu'on fait. On a des grands noms de l'industrie qu'on retrouve dans nos rayons de grande surface qui sont déjà sur le coup. Et vous devriez pouvoir avoir de l'offre, je pense, pour la rentrée scolaire 2021. Voilà. N'hésitez pas à apporter vos questions éventuelles à ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous serez mobilisés, vous êtes mobilisés déjà pour certains, pour faire partie de cette association. On est en train de développer des projets et même de nouveaux projets. On arrive à trouver des financements. On a besoin que chacun contribue un petit peu pour réussir à obtenir des résultats significatifs et vous permettre, vous aussi, d'avancer. Merci pour votre écoute. Je vais céder la parole à Dossi Food Service pour conclure sur les approvisionnements qui, là, pour le coup, sont disponibles actuellement et sont locaux et qui répondent pour la plupart à Egalim en complément de ce qu'Agrologique a présenté. Bonjour. Bien. Bonjour, je suis Hervé Martel. Donc, je m'occupe de la partie utilisateur pour Dossi Food Service. Alors, Dossi Food Service, pour présenter en deux mots, c'est une entité restauration hors domicile du groupe Eureden. Et Eureden, donc, c'est la fusion de deux coopératives, d'un côté Triskalia, qui commercialise par exemple la marque Elvin, et de l'autre côté le groupe Dossi, donc qui commercialise deux marques pour la restauration au domicile, qui sont Dossi et Cocotina. Voilà. Donc Eureden est un véritable groupe coopératif qui donc regroupe en gros 20 000 adhérents producteurs. Et sur la Bretagne, environ 450 producteurs de légumes et 230 producteurs d'œufs. Donc,
ce que je fais avec Tristan, c'est donner la parole aussi à un producteur de légumes, hein, Bruno, qui est ici. Donc, je crois que le meilleur moyen évidemment, de parler de la coopérative, c'est de laisser la parole à Bruno. Bruno, je te laisse la parole. Je la reprendrai après pour parler du produit. Bien, bonjour Hervé, bonjour à tous, bienvenue dans la minute agricole de cette émission. Et merci de donner la parole aux agriculteurs, hein. Effectivement, c'est sympathique de pouvoir avoir la parole. Donc, je me présente, je m'appelle Bruno Dotefeuille, je suis agriculteur dans le centre Morbihan, près de Locminé. Je suis sur une exploitation uniquement en culture, donc avec un assolement qui est assez diversifié. En légumes, donc, je fais des épinards, des pois conserves, des haricots verts, ponctuellement des carottes, donc sur une surface d'environ 45 hectares. Sur l'exploitation, on fait d'autres cultures également. On fait du blé, de l'orge, du colza, des semences fourragères, du maïs. Et donc ça, c'est en culture principale, mais en culture intermédiaire entre les cultures, on a plein d'autres espèces qui arrivent, du tournesol, du sorgho, du trèfle, on a de la facélie, des radis, etc. C'est une exploitation qui est assez bocagère, hein. Il y a quand même 13 km de talus de haies, un petit peu de bois à gérer. Donc on fait un petit peu d'activité plaquettes pour pouvoir vendre après à des chaufferies également, pour pouvoir valoriser et entretenir toute cette partie bocage. Donc voilà pour la présentation de l'exploitation. Autrement, je suis adhérent donc de la coopérative Reden depuis 28 ans maintenant. Une coopérative, qu'est-ce que c'est? Une coopérative, donc, c'est un rassemblement d'agriculteurs qui se sont mis ensemble pour transformer et vendre leurs produits. Tout seul, ça aurait été compliqué de faire une usine d'apertisé ou de surgelé. Donc c'est bien, comment dire, la coopérative appartient bien aux agriculteurs. Vous avez vu sur la carte tout à l'heure, on a l'implantation territoriale. Donc vous voyez, on est bien implanté. Ah, merci. On est bien implanté sur l'ensemble de la Bretagne. Donc concernant l'aspect local de l'approvisionnement Reden en légumes, il n'y a pas de souci. Et c'est presque direct également, hein, parce que si vous achetez des produits de la coopérative, c'est comme si vous l'achetiez au producteur, hein. Ça revient à la même chose, hein. C'est de la même façon. Autrement, donc, ce que je voulais aussi vous parler, donc au niveau, que ce soit sur mon exploitation, mais sur beaucoup d'autres exploitations, légumes, j'ai accédé récemment à ce qu'on appelle une certification environnementale niveau 2. Donc le niveau 3, c'est le HVE, je n'y suis pas encore. Le HV2 pour le moment. Donc il y a plein d'actions sur le HV2. Je vais en citer juste quelques-unes. Donc on a mis des ruches sur l'exploitation. On a fait un partenariat avec un apiculteur qui met une quinzaine de ruches aujourd'hui sur l'exploitation. Donc c'est un partenariat qui a été très, très enrichissant, parce que ça a montré qu'on oppose souvent apiculteurs et agriculteurs. Et là, il n'y a pas de souci, les deux sont satisfaits, qui montre bien que l'on peut très bien concilier la biodiversité et les abeilles sur une exploitation. Il n'y a pas de contre-indication et il n'y a pas de tension ni d'opposition entre nos métiers. Voilà, ce qui nous a permis aussi, dans le cadre de cette coopération, de suivre, pour ma part, une formation par un apiculteur sur la vie des abeilles. Et effectivement, c'est très instructif et on apprend plein de choses. Une des choses que j'ai appris, c'est que les abeilles, à certaines périodes de l'année, elles manquent d'alimentation. Et donc, sur l'exploitation, on a mis également des bandes mellifères, qui sont des bandes fleuries, qui permettent de pallier un manque d'alimentation des abeilles à certaines périodes de l'année. Voilà. Et en plus, la plupart du temps, c'est joli. Voilà. C'est joli et c'est utile pour les abeilles. Donc, c'est la principale action, peut-être. Il y en a d'autres, je vais juste les citer. Donc, c'est la mise en place de nichoirs pour rapaces ou de perchoirs pour les rapaces dans les champs. Donc voilà pour la partie biodiversité. Ça inclut d'autres actions un peu moins fun, mais quand même très utiles, hein, du style triage des déchets et recyclage. Voilà. Et préservation de tout ce qui est la vie du sol, hein, donc culture intermédiaire et travail du sol.
Donc voilà, voilà ce que je voulais juste présenter sur la partie agricole, dans le temps qui m'est imparti. Hervé, je te repasse la parole. Merci Bruno. Comme vous le voyez, hein, en fait, on est quand même très attaché à tout ce qui est partie agroécologie. C'est un petit peu à nos valeurs, à notre ADN. Au-delà de ça, donc, on travaille aussi effectivement beaucoup par rapport à l'attente sociétale et dans le cadre d'Egalim. Donc, pour revenir au sujet initial, donc au niveau on va dire, recettes végétariennes, donc on ne peut pas s'en plaindre. Nous vendons des légumes secs et des œufs. Donc, on peut dire qu'on est en plein dans le sujet. Et on y travaille en permanence. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur un menu végétarien, Lionel l'a souligné tout à l'heure, il y a quand même une bonne partie de légumes. Et après, avec un couplage avec des céréales et des légumes secs ou bien des œufs. Et il ne faut pas oublier la partie œufs qui est extrêmement importante. J'ai vu une question tout à l'heure, hein, sur le côté économique. L'œuf a le gros avantage d'être une protéine qui est parmi les moins chers du marché quand on compare effectivement aux protéines animales. Et en plus, l'œuf est, on va dire, une protéine de référence puisque il contient aussi les acides aminés essentiels. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'œuf sous toutes ses formes. Donc, vous avez de la chance. Dossy Food Service vend des omelettes, vend des œufs durs, vend des œufs pochés, vend des œufs à la coque. Et ne pas oublier qu'il ne s'agit que d'œufs. Il n'y a pas de produits ultra transformés à notre niveau. Donc, ça c'est important. Vous pouvez effectivement vous rapprocher donc de notre conseiller culinaire que vous verrez en fin de slide, mais aussi auprès de tous nos distributeurs. Donc, globalement, nous sommes distribués ensemble des distributeurs en RHD. Voilà, donc c'est Erwan qui est le conseiller culinaire et commercial donc sur l'Ouest, qui habite Rennes, donc c'est simple, hein, il se déplace rapidement chez vous. Il suffit de le contacter, hein, vous avez ses coordonnées. N'hésitez pas aussi à aller sur le site dossyfoodservice.com, sur notre site internet, vous pouvez vous loguer, récupérer toutes les fiches techniques des produits, récupérer des recettes, on a beaucoup parlé de recettes. Pour votre information, nous avons fait un livret recette donc sur tout ce qui est végétarien, donc en utilisant aussi bien des légumes secs que des œufs, évidemment des légumes verts. On essaye de répondre, on va dire, à toutes les problématiques, toujours en lien avec les gamines. Il ne faut pas oublier que dans nos légumes secs, on propose aussi de la boîte. Hein. On propose des légumes surgelés, mais aussi de la boîte. Et on travaille, comme vous l'avez entendu avec Bruno, essentiellement du légume français et du légume sec français. J'ai entendu de Tristan tout à l'heure qui évoquait effectivement des importations de légumes. Il y a beaucoup de légumes secs importés. Pour notre part, donc, on travaille avec des groupes de travail en interne, avec des producteurs, en coopération avec d'autres organisations de producteurs éventuellement, pour des légumes secs français. Pour les établissements qui n'ont pas toujours le temps, les effectifs ou la formation nécessaire, nous sommes là pour les assister sur des produits qui sont assemblés. Nous avons surgelé, par exemple, des garnitures céréales, légumineuses et légumes, donc qui peuvent être proposés. Nous en avons aussi en conserve. Vous voyez sur la partie gauche des barquettes de 4 de garnitures végétales, non végétales. Voilà, et qui correspondent, validées par des nutritionnistes, qui correspondent donc à des pressions qui sont intéressantes.
Que vous dire d'autre? Donc, n'oubliez pas, c'est important que la coopérative trace tous les légumes. Le meilleur moyen de le vérifier, c'est que tous les emballages de légumes apertisés ou surgelés, nous avons des vignettes de traçabilité qui nous permettent de remonter jusqu'aux parcelles de récolte. Voilà, et c'est relativement aidé pour nous, puisque, comme vous l'avez entendu avec Bruno, la plupart de nos producteurs sont en Bretagne. Donc, nos usines de transformation sont aussi bretonnes. Bruno, on récolte ces légumes chez lui, on les transforme, par exemple, soit dans une usine de conserve à l'épinier, ou dans une usine de surgelé à Montréal. De ce côté. Voilà, donc les produits sont livrés chez vos distributeurs type Propreau, Communauté, Journée, etc. Cisco, hein, et vous sont livrés. Donc vous êtes véritablement sur du local. Merci Hervé, merci Bruno. Moi j'ai une petite question, est-ce que Dossi vend en direct aux restaurations collectives ou est-ce que c'est uniquement par distributeur? Alors, on procède plutôt par distributeur parce que nous ne sommes pas forcément, calibrés pour livrer en direct tous les établissements collectifs, dans la mesure où nous n'avons pas de flotte de camions de prévu à cet effet. La logistique est un métier, hein, c'est un métier à part. Nous sommes producteurs, donc aujourd'hui, nous ne serions pas performants économiquement si nous commencions à livrer tous les établissements collectifs. Voilà, les distributeurs permettent d'être compétitifs parce qu'ils rassemblent dans leur camion tous les ingrédients d'un repas, alors que nous sommes des spécialistes, soit du légume, soit de l'autre. Ok, merci pour la réponse Hervé. Je passe la main, j'ai vu des questions passer. Oui, bonjour. Nous avons deux questions. La première est peut-être plus pour Agrologique. C'est pouvez-vous nous indiquer un petit peu des coûts, le coût d'achat des graines, des légumineuses, et si vous aviez un petit peu un benchmarking également par rapport aux graines françaises et aux graines d'import, comme l'a rappelé tout à l'heure Tristan Gueneuc. Et la deuxième partie de la question, une deuxième question se porte sur les marchés publics. Alors, je vais la poser, mais peut-être que je serai la plus à même à y répondre dans un second temps, sauf s'il y a quelqu'un d'autre parmi les intervenants qui veuille bien y répondre. Et la partie sur le marché public, c'est comment intégrer les produits végétariens dans les marchés publics des collectivités. Voilà. Peut-être que monsieur et madame d'Agrologique peuvent répondre sur les coûts d'achat des graines entre la filière, on va dire, française et bretonne, et puis celle des imports nord-américaines, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Reformuler autrement votre question, parce que là, je ne vois pas trop. Pouvez-vous nous apporter à ce moment-là des prix sur votre prestation des sachets de 5 kilos, par exemple, pour la restauration collective? Et est-ce que vous avez des informations sur les coûts d'achat pour les restaurants, sur les autres types de graines qui viennent d'ailleurs, d'import, pour qu'ils aient une comparaison, parce que bien souvent, on peut entendre dire que la graine, on va dire française, j'aime pas le mot local, puisqu'on n'a pas le droit de dire ça dans nos marchés publics, donc on va dire de proximité, et encore, c'est même pas juridiquement respectable non plus. Donc, on va dire française est plus chère que la graine d'import. Donc voilà, ça c'est souvent ce qu'on entend. Donc, est-ce que vous pourriez donner quelques coûts sur des légumineuses phares qu'on utilise dans la restauration collective classique, s'il vous plaît? Alors oui, légumineuses. Alors le prix de l'import, j'ai pas trop de références sur de l'import en lentilles, par exemple. Je vais plutôt vous donner des exemples où on a vraiment une graine qui est un peu plus transformée comme le sarrasin. Sarrasin aujourd'hui, moi je pourrais vous vendre du sarrasin d'import à peu près, donc un sarrasin décortiqué qui va être aux alentours de 1,20 €, 1,30 €.
Aujourd'hui, nous, le prix d'achat de la matière première, donc du sarrasin, graine entière, à nos agriculteurs partenaires, c'est à peu près 90 centimes. Et donc, vous voyez, il y a à peu près 40 centimes pour vous fournir un produit qui va être décortiqué. Donc, on va perdre à peu près 40% du volume de la matière, puisqu'on a toute la partie cost qui va disparaître. Et toute la partie transformation, la partie séchage, la partie en sachage, livraison. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui malheureusement pas du tout compétitif, où on est incapable et on ne sera jamais capable de faire des produits au même prix que des produits d'import. Un sarrasin décortiqué polonais, lituanien, des pays de l'Est, pour nous, il faut qu'on, enfin, c'est impossible en fait. Donc, il y a vraiment une très grosse différence. Un des moyens de pouvoir acheter des produits locaux qui sont forcément plus chers, c'est de passer, comme par exemple là ce que fait Terre de Source sur la Bretagne, c'est d'avoir trouvé des moyens de façon à ce que l'appel d'offres soit un peu plus cadré et que l'on soit lié à un territoire, lié à une zone d'approvisionnement, ce qui fait que on n'est plus sur juste une lutte des prix, mais on est bien sur un achat de matière qui est bien localisé, et ce qui fait qu'on permet à toute une filière locale de vivre décemment de leur métier, parce que nous, on n'a pas de lieu d'exister si demain, moi, je suis obligé d'acheter des sarrasins à des prix comme des prix, si on achetait du sarrasin en Lituanie ou en Pologne à 250 € la tonne. Donc, c'est un des moyens d'arriver à valoriser le prix, quoi. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question. Vincent, une petite question pour illustrer. Est-ce qu'actuellement, par rapport à la demande de vos clients, vous manquez parfois de marchandises? Alors, ma position, elle est un peu particulière. Moi, c'est que aujourd'hui, notre activité n'a pas commencé par la restauration collective. Et donc, on a aujourd'hui du stock. Et la restauration collective représente quoi, peut-être 5 à 10% de notre activité. Donc aujourd'hui, il est très facile pour nous de basculer demain des volumes supplémentaires pour la restauration collective. Aujourd'hui, par exemple, en lentilles, j'ai de quoi fournir toute la région Bretagne, Pays de la Loire, sans problème pour toute l'année. Qu'on se le dise. Une des particularités, c'est que dès le moment qu'on travaille avec des industriels, on se doit d'avoir un stock assez important, du fait qu'on soit sur des cultures quelquefois à risque. Et donc, dès le moment qu'on rentre on a des partenariats avec des industriels assez conséquents, on a une obligation de livraison, et donc on a une obligation de mettre en culture des volumes assez conséquents pour éviter ces ruptures de stock. Et une des volontés de notre part, c'est bien ça, c'est de répondre à nos cuisiniers locaux de façon à ce qu'ils ne soient pas un jour avec des lentilles et puis on va arriver en milieu d'année ou en fin d'année, on est en rupture de stock. Et ce qui fait que tout le travail qu'ils ont pu mettre en place sur de la communication, sur des recettes, en fait, tout ça est mis un peu est arrêté, quoi. Merci, merci à vous tous. On va désormais arrêter ce webinaire. Nous remercions tous les participants qui se sont inscrits nombreux et donc qui ont posé de nombreuses questions, ce qui montre bien l'intérêt porté à ce sujet et la nécessité d'en échanger. Merci en particulier à nos intervenants là, de qualité qui ont accepté de participer à cette expérimentation. Nous les en remercions vivement. Nous vous enverrons, comme on l'a dit au début, nous vous enverrons le lien pour accéder à l'ensemble du webinaire. On vous l'enverra d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Nous avons récupéré vos
vos emails au moment de votre inscription. Donc, on vous enverra le lien dès que possible avec des photos, hein, comme ça a été demandé en début de webinaire. Et avant que vous partiez, donc on vous annonce que ce qu'on vous disait, c'était que c'était une première d'une série. Donc le prochain webinaire, on vous donne rendez-vous pour le 3 décembre prochain. Et sur le thème des produits haute valeur environnementale, Monsieur Dautefeuille, tout à l'heure, agriculteur, en a parlé. Donc les produits haute valeur environnementale et les produits fermiers. Voilà, merci encore à tous et toutes et tous d'avoir participé. Et je remercie, j'allais oublier, mes collègues co-organisateurs et organisatrices pour ce webinaire qui a connu un grand succès. Merci à vous. Au revoir.